Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé ? Ça s'appelle We Love Séries et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, de The Office, de Kaamelott ou encore des Simpsons ? Notez bien, We Love Séries, c'est un épisode tous les mardis. Disponible sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs qui pètent le feu ce matin. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut Clémence. Rafik. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui dompte les micros et qui chouchoute vos petites oreilles, une main de fer dans un gant de velours. Bonjour Alain. Salut. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Si vous pouviez voyager dans le temps, vous iriez explorer quelle époque ? Ellie, elle, son truc, c'est les 60s. La journée, elle étudie le stylisme dans une école de mode londonienne. Mais quand vient le soir, dans la petite chambre qu'elle loue au cœur de Soho, elle traverse les époques et revit le Londres des années 60. Elle y suit Sandy, aspirante chanteuse talentueuse et charismatique. Une plongée grisante dans le swinging London qui va petit à petit tourner au cauchemar. Aux commandes, Edgar Wright, à qui on doit déjà la trilogie Cornetto, l'adaptation de Scott Pilgrim au cinéma ou encore Baby Driver. Pour nous entraîner dans ce voyage temporel mystérieux, il s'est associé à la scénariste et autrice de comics écossaise Krysty Wilson-Cairns. Et côté casting, non pas une mais deux héroïnes. Pour l'époque d'aujourd'hui, Thomasine Mackenzie, vue dans Jojo Rabbit et Hold. Et pour les années 60, Anya Taylor-Joy, qui avait déjà brillé en tenue d'époque dans Le Jeu de la Dame. D'ailleurs, le saviez-vous, on a consacré 2 épisodes de notre podcast We Love Série à The Queen's Gambit. Présenté en avant-première à la Mostra de Venise le 4 septembre 2021, Last Night in Soho sort en France ce mercredi 27 octobre, 2 jours avant sa sortie américaine. Dans l'équipe, on aime plutôt bien Edgar Wright. C'est pas toi, Marie, d'ailleurs, qui est particulièrement fan de la trilogie Cornetto ? Oui, beaucoup. Voilà, Shaun of the Dead, tout ça. Absolument. Mais alors, est-ce que ce nouveau long-métrage est à la hauteur des précédents ? Est-ce qu'on va le voir au cinéma ? Attention, vous avez droit à répondre uniquement par oui ou par non. Du coup, Rafik ? Obviously, ma dear. Très bien. Oui. Oui. Oui, quand même. Oui, tout court. Oh, le snob. Oui. Ouais. Et ben, c'est pas si fréquent que ça qu'on ait un oui à l'unanimité dans Sale Temps, donc je tiens à le saluer et vous allez nous expliquer maintenant en détail pourquoi. Alors, je vois de l'enthousiasme à peu près partout, sauf chez Julien qui a l'air un peu plus mitigé. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que... Je sais pas si c'est à moi de commencer du coup, parce que je suis le seul à avoir des vraies grosses réserves sur le film, j'ai l'impression. Donc je sais pas, bon alors du coup j'y vais. Je commencerai en disant que c'est un film virtuose, qu'au niveau de la mise en scène, c'est de très loin, moi je trouve ce qu'il a fait de plus incroyable. C'est hallucinant, t'en vois pas tous les jours des films comme ça. Et je trouve d'ailleurs à ce titre que il travaille plus avec, il a pas travaillé avec ce film avec celui qui était son directeur de la photo habituel et qui est quelqu'un d'important. On a fait un podcast de capture sur Edgar Wright, donc on a beaucoup parlé de tout ça quoi. Il est allé chercher Chung Woo-chung qui est le directeur de la photo coréen de Park Chan-wook, qui avait notamment, c'est peut-être pour ça je me suis demandé pourquoi il était allé chercher, mais il a fait la photo de Mademoiselle. Et il y avait des choses dans Mademoiselle, surtout sur le double portrait féminin avec deux personnalités comme ça qui se renvoient l'une à l'autre, qui me semble faire écho à une partie du propos de Last Night in Soho.
Donc voilà, ça c'est tout ça, c'est voilà, c'est rien que pour ça, moi je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir quand même à voir le film et j'y retournerai. C'est un film que je reverrai, que j'aurai dans ma Blu-ray Tech, c'est sûr et certain. Et tu parlais aussi de Thomasin McKenzie. Moi je trouve aussi que c'est l'autre grande réussite du film. Moi je l'ai découvert, j'imagine du coup comme Edgar Wright. Enfin je sais pas trop comment il l'a découverte, mais dans Jojo Rabbit de Taika Waititi. Et c'est assez étonnant parce qu'elle avait dans Jojo Rabbit, elle avait le rôle à peu près opposé à celui qu'elle campe là. Elle faisait une petite fille juive, enfin une jeune fille juive même cachée, mais qui avait beaucoup de caractère, beaucoup de force de caractère surtout, et qui était chapeautait en quelque sorte l'évolution du héros du film. Et là, elle est incroyable en fait. Je pense que les gens qui l'ont pas vu dans Jojo Rabbit, qui vont la découvrir là, et l'inverse, les gens vont être très étonnés. Et ceux qui l'ont pas vu dans Jojo Rabbit, ils vont se dire mais elle est toute fragile en fait, cette fille, elle est toute pour moi elle est vraiment fabuleuse en fait. C'est un super choix de casting. Je sais qu'il a beaucoup hésité, Edgar Wright, et qu'il destinait justement ce rôle là à Anya Taylor-Joy à l'origine, et ce switch est parfait, enfin voilà. Et je trouve son parcours, il y a un truc qui me touche beaucoup aussi, qui est un truc et je trouve que c'est le point de scénario que je sauve du film vraiment, qui est parce que je pense que c'est Edgar Wright part vraiment de lui, qui est ce côté tu viens de la province et tu arrives dans une métropole, et moi ça m'a énormément touché parce que moi j'ai vraiment grandi en campagne quoi, et quand je suis allé à Paris, quand je suis monté à Paris, j'ai retrouvé des choses en fait qui m'ont parlé extrêmement, enfin c'est très fort quoi, je trouve. C'est ce côté d'être dépassé, de pas avoir les codes en fait, de pas savoir, être submergé par la foule des gens et tout ça, je trouve ça mortel. Donc pourquoi en fait j'ai des réserves en fait au film? Alors moi je sais qu'il faut pas séparer le fond de la forme, que c'est pas une bonne chose, que c'est la preuve qu'on est un mauvais critique de cinéma. Bah tant pis, je serais un mauvais critique de cinéma. Moi il y a quand même cette séparation entre le fond et la forme dans le film, c'est-à-dire que à côté de ça, le film m'a énormément déçu, et m'a énormément déçu en particulier d'Edgar Wright, et notamment du coup sur tout ce qui est années 60. C'est-à-dire que moi je vois bien qu'il y a ce discours habituel chez Edgar Wright sur la défiance vis-à-vis de la nostalgie. Je vois bien qu'il y a cette volonté de montrer la face cachée des swinging 60s qui sont justement avec cette nostalgie souvent une période glorifiée, et là qui remettent c'était quoi être une femme à Londres dans cette époque-là et tout. Mais moi je trouve que ça marche pas du tout au niveau de l'évolution du personnage. Par exemple, je ne trouve pas un truc qui me semble hyper important, qui est le point de bascule du personnage d'Anya Taylor-Joy. Je vois pas à quel moment, parce qu'elle est pas présentée comme ça au début, et tant mieux, j'ai envie de dire. Elle est pas présentée comme une petite chose fragile justement. C'est même plutôt l'inverse par rapport au personnage de Thomasin McKenzie. Oui, c'est ça. Elle est voilà. Et je vois pas le moment en fait. Surtout que je trouve que Matt Smith qui joue donc qui va devenir son, alors je spoil, hein, on prévient, mais comme souvent dans ça le temps pour un film, mais qui va devenir en gros son macro. Je trouve que c'est un super choix de casting, parce que c'est le mec, même si on l'a découvert lui pour le coup avec Doctor Who, donc avec la bienveillance qui est inhérente au personnage de Doctor Who, c'est un mec, je trouve, à cette violence en lui, vraiment, et je trouve que c'est très bien exploité. Mais par contre, elle, je ne comprends pas ce personnage, moi je la comprends pas. Je trouve qu'en outre c'est un film qui se réfère très clairement au giallo italien, et la photo d'ailleurs va dans ce sens-là, mais le giallo italien fonctionne aussi sur la notion de twist, c'est sur la surprise du twist, et fonctionne souvent et c'est ça moi que j'aime dans le giallo, le twist fonctionne avec un truc visuel. Pour reprendre l'archétype du giallo, c'est dans Les Frissons de l'angoisse, un jeu de miroir où tu crois avoir vu un reflet, en fait tu as vu autre chose dans ce reflet-là. Moi, je ne le vois pas là-dedans. Je trouve que le twist, il est assez moisi. C'est-à-dire qu'il est au pire, il est un peu prévisible. Et au mieux, moi, il m'a laissé un peu de glace. Enfin, à partir du moment où tu vois qui est casté dans tel rôle, tu te dis, il va y avoir un truc qui se tourne là. Et je trouve que la façon d'être présenté... Il y en a deux à proprement parler. Oui. Et il y a un autre truc qui est aussi extrême, pour moi, qui a été quand même vraiment un problème aussi quand j'ai vu le film, qui a un truc de fausse piste. Avec un personnage qui est joué par Terence Stamp. Je le dis parce que je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été coupé au montage, et pour moi ça ressemble vraiment à une sous-intrigue qui aurait dû être coupée au montage, avec un personnage de policier, et je pense qu'il n'a pas été coupé parce qu'il y a Terence Stamp, et que Terence Stamp
trimballe en lui tout ce qui est inhérent aussi à cette période-là du cinéma anglais notamment, et que il y a ce discours-là dans le film, il a toujours fonctionné comme ça. C'est vraiment un cinéaste postmoderne dans ce sens-là, quoi. Et le dernier truc que j'ai envie de dire, c'est que l'histoire d'amour contemporaine, pour moi, elle ne marche pas du tout. J'ai pas non plus d'émotion. Donc ça fait quand même beaucoup. Finalement pour que moi je sois complètement emporté par le film. Donc je me retrouve face à un truc qui m'arrive relativement rarement finalement au cinéma, où j'ai l'impression de voir une espèce de Rolls-Royce avec toutes les options incroyablement fignolées, une Rolls-Royce de la belle époque, hein. Vraiment le truc fait à la main, lustré au dernier truc, mais qui tourne à vide. Je suis sorti, j'ai eu l'impression de pas avoir eu de substance, en fait, de ne pas être... j'ai fait un tour, mais je suis pas arrivé à une destination qui m'a surpris, m'a emporté, ou m'a même m'a apporté quelque chose. Voilà. Drop the mic. Non, pas Drop the mic, je vais me faire allumer par mes trois collègues maintenant, et donc je vais voir ce qu'ils ont à me dire là-dessus. Peut-être que je suis complètement obtus et à cœur de glace. Moi, je te rejoins sur tes réserves. En fait, notamment sur ce que tu dis sur l'histoire d'amour contemporaine. Moi, je trouve souvent les histoires d'amour dans les films d'Edgar Wright, en tout cas pour moi, je trouve qu'elles marchent pas très bien. Dans Scott Pilgrim, tu sais jamais pourquoi il est amoureux de Ramona Flowers. C'est une vision fantasmée. Les personnages féminins sont pas très écrits. Dans Baby Driver, c'est pareil. On en sait encore moins sur le personnage. Je crois qu'elle s'appelle Deborah. Je sais même plus comment elle s'appelle, tellement le personnage est une enveloppe mais qui représente des choses, mais on sait rien sur elle. Et j'ai l'impression que ces histoires d'amour, en fait, pour moi, elles marchent jamais vraiment. C'est plus un élément narratif qui sert à faire avancer l'histoire ou pas. Et là, je suis assez d'accord sur ça. Pareil sur les twists. En fait, tout ce qui arrive en fin de film, moi, m'a un peu sorti du film. Donc, je vais pas répéter ce que tu as très bien dit, Julien, mais voilà. Donc, moi, je suis un peu sortie du film à la fin, mais tout ce qui est avant m'a tellement emporté qu'en fait, je me dis, je passe dessus, parce qu'en fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu du cinéma au cinéma que pendant toute la première heure, moi, j'en avais littéralement des frissons de me dire, waouh, c'est juste trop beau ce que je suis en train de voir, c'est incroyable. Et j'étais en train de me dire, je veux voir les making-of et comment ils ont tourné ça. Il y a une petite scène là qui a été postée il y a 2-3 jours là sur Twitter, comment envoyer, où on voit la scène où ils dansent à 2 et donc à 3, qui avait été montrée dans le premier trailer. Moi j'ai vu que le premier trailer parce que je voulais pas en voir trop, donc j'ai pas regardé les suivants, et il y avait déjà cette scène de danse qui avait déjà l'air incroyable de ce qu'on envoyait, et dans le film elle l'est encore plus. Et là quand on voit le behind the scenes, c'est encore plus fou, où on voit donc Matt Smith qui danse avec l'une des deux, la deuxième qui est cachée, qui en fait elle passe leur temps à se baisser, à se courber derrière l'opérateur caméra, donc en fait il danse à 4 parce qu'il y a aussi cette caméra qui tourne autour, et en fait voir ça c'est incroyable, et c'est exactement le truc auquel je pensais pendant le film en disant j'ai hâte de voir tous ces trucs là. Donc il y a tous ces jeux de reflets, que ce soit dans les miroirs, dans les vitres, dans les flaques d'eau, enfin toutes les surfaces réfléchissantes en fait, où il y a un des deux personnages et on voit l'autre qui se reflète. Enfin il y a tout ce jeu là qui moi m'a emporté, et je me disais vraiment cette scène où elle descend les escaliers, il y a tous ces miroirs, et donc c'est l'une qui descend et on voit l'autre qui se reflète plusieurs fois. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Je me suis dit ça fait mais combien de temps ça fait que j'ai pas vu quelque chose qui juste visuellement m'a coupé le souffle au cinéma cette année, ou même juste dans les films récents, parce que c'est des choses, moi j'aime bien quand les films me font ressentir des choses physiquement, que ce soit un malaise, ou que moi j'ai l'alarme très facile, mais je peux pleurer parce que l'histoire qu'on me raconte est belle et triste ou quoi, mais juste aussi parce que parfois je vois un très beau plan, et là il y a 2-3 fois où j'avais une petite larme à l'œil, et je me suis dit punaise, un film récent, parce que c'est exaltant en fait, plus que la larme, ouais. C'est à des moments d'exaltation totale, quoi. Et moi j'étais sur mon siège en train de me dire j'ai pas vécu ça depuis très longtemps. Ça peut m'arriver avec des vieux films, mais des films récents ça fait vraiment très longtemps, et je me suis dit punaise, enfin quelqu'un qui me fait ressentir quelque chose, et c'est ça le cinéma en fait, et c'est ça le cinéma d'Edgar Wright. Déjà quand il avait, en fait moi à chaque film je me dis j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire après, parce qu'à chaque fois j'ai cette exaltation que j'avais eu avec Baby Driver, où il y avait des plans incroyables, tout était calé, millimétré sur la musique et tout, et en fait en sortant de Baby Driver, un des premiers trucs que je me suis dit c'est ok, j'ai trouvé ça super, mais j'ai hâte de voir ce qu'il fera après quoi. Et du coup évidemment sur ça je suis pas déçue. Je trouve que le côté recréation des 60s est plutôt chouette pour le coup. En fait, on voit que il est de Londres, il aime cette ville-là. En fait, dans les interviews, il dit que voilà, lui, quand il se balade à Londres, à Soho, il ne peut pas voir autre chose que le passé de cette ville. Et je trouve qu'on le ressent plutôt bien. D'ailleurs, dans le générique, il y a des scènes assez chouettes qui ont été tournées pendant le confinement, avec des rues entières qui sont vides et tout. Et ça donne une autre vision du Soho qu'on connaît. Et je trouvais ça assez chouette. Bon après, je peux ajouter un tout petit truc.
truc, Marie, je te laisse reprendre la parole, mais il a emménagé à Sceaux et dans le centre de Londres, je crois, depuis 4 ans, enfin en tout cas 4 ans avant de tourner le film. Hein. Et c'est vrai que ça se sent aussi beaucoup. C'est important ça aussi dans la filmographie d'Edgar Wright, c'est-à-dire qu'il vivait en banlieue quand il a fait notamment Shaun of the Dead et tout, ou Space, et Les Allumés, je crois en français. Et là, justement, il vit à Sceaux et il a vu ce basculement en fait, cette duplicité en fait de ce centre-ville. Pardon. Et voilà, bon après moi c'est peut-être aussi plus facile sur moi parce que j'ai aussi ce côté un peu nostalgique d'une époque idéalisée que j'ai pas connue, donc pour le coup je m'identifie bien au personnage. Quand tu me donnes Londres dans les années 60, tu me donnes les décors qui vont avec, les fringues, les voitures, la musique, forcément moi je pars dedans avec le personnage, quoi. Tu devrais regarder des James Bond. Oui, bah écoute, je vais m'y mettre. L'arrivée à Londres se fait sur une affiche de James Bond, effectivement. Thunderball, ouais. Sur Thunderball, ouais. Et du coup aussi moi j'étais assez contente de voir qu'il y a enfin des personnages féminins et des rôles féminins un peu écrits. J'imagine que c'est aussi sûrement l'apport de la co-scénariste qui s'appelle Krysty Wilson-Cairns, je crois. C'est ça. Qui en fait ils ont vraiment travaillé tous les deux sur ces personnages là, parce qu'en fait à chaque fois moi c'est toujours le truc qui me sort un peu des films d'Edgar Wright, c'est que c'est toujours des films de mecs avec des mecs et je me dis pour une fois il y a des personnages féminins. Mais tu les trouves très bien écrites toutes les deux, toi en fait. Ça c'est une vraie question à Marie, hein, justement. Non, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont. Moi j'aime bien le personnage. C'est très emprunté en fait. C'est ça mon problème avec ça en fait. Moi j'aime bien le personnage d'Héloïse, j'ai plus de mal sur celui de Sandy. Comme tu dis, on voit pas le moment où elle vrille et tout. Mais c'est primordial, non? Enfin, c'est le truc qu'on attend sur ce personnage-là. On se doute qu'elle va basculer de ce truc-là, mais moi j'attendais une scène, un plan, un truc qui me dise tac, ça y est, elle est perdue quoi. C'est un personnage qui est pas vraiment caractérisé finalement, parce que qu'est-ce qu'on sait d'elle, à part que elle veut être chanteuse. C'est tout ce qu'elle veut dans la vie. Elle a ce côté un peu fantasme qui fait aussi partie de l'époque et de la vision fantasmée des 60s, j'imagine. C'est presque plus un archétype de l'époque. Encore une fois, moi je demande là-dessus ce point de bascule où tu sors, parce que tu parlais de Ramona tout à l'heure, mais Ramona, moi il me semble, j'attendais pas une écriture de Ramona parce qu'elle est traitée comme ça en fait. Elle est traitée comme parce que tu la vois par les yeux de Scott en fait. Voilà, elle est traitée comme une espèce d'être de lumière, tu vois, idéal et tout. Là, c'est pas pareil. Je veux dire, l'idée c'est d'aller au-delà du glacis et donc de cette icône-là qu'elle représente, Anya Taylor-Joy, et dans laquelle elle se projette, et justement de montrer, paf, le truc qui va te plonger de l'autre côté. Et moi, je n'ai pas eu du tout ça. C'est fait sous forme de reveal, en fait, avec le numéro de cabaret dans lequel on s'attend à ce qu'elle soit la reine de la soirée, et on la découvre en figurante. Et cette scène-là où elle fait le même geste que toutes les autres femmes autour d'elle, mais avec un visage complètement fermé et défiant, te fait comprendre qu'elle entre guillemets, elle a compris sa place, quoi. Enfin, elle s'est rêvée reine de la nuit quand elle a fait son audition. Il y a cette scène d'audition qui est très importante justement pour poser le personnage. Oui, bien sûr. Mais là, elle est dans toute sa splendeur. Exactement, encore. Voilà. Et tu la redécouvres en... Oui, mais alors moi, je ne comprends pas cette ellipse. Mais surtout qu'en fait, moi, là où je vous trouve très très dur vis-à-vis de ce personnage-là, c'est que ce personnage il n'existe pas sans l'autre. C'est-à-dire, et l'autre n'existe pas sans elle non plus. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, mais si on me pose cette question sur le personnage d'Anya Taylor-Joy, est-ce qu'elle est intéressante et à quel moment, en fait, elle change, si tu veux, de bascule, est-ce que c'est autre chose qu'une icône ou une représentation? J'ai envie de dire, ok, posez-vous la question sur le personnage que vous voyez en premier, qui est absolument pas intéressante non plus. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'elle se révèle toutes les deux. En fait, si tu veux, à un moment donné, pour moi, c'est un personnage, au-delà de sa timidité, au-delà de tout ça, c'est le sujet du film. Pour moi, le sujet du film, c'est la dualité entre ces deux personnages-là et la façon dont elles vont se retrouver et se comprendre. Et je pense que, en gros, parce que c'est un personnage finalement assez simple, le personnage d'Héloïse à la base. C'est-à-dire que, voilà, c'est une petite naïve, elle arrive, et en fait, en gros, elle se confronte effectivement à tout ce que tu dis. Non, c'est pas simple. Je veux dire, elle a des visions, elle a un trauma avec sa maman, elle a un figé dans un truc. Je pense que c'est beaucoup plus un truc qui est explicatif, en fait, pour comprendre pourquoi, en fait, dans l'introduction de Fantastique, elle va avoir ses visions avec le personnage d'Anya Taylor-Joy. Un rapport de confiance aussi avec sa grand-mère qui la surprotège. Et tout un questionnement sur est-ce que le film est vraiment fantastique ou pas, est-ce que comment dire, et bon, on spoil, il l'est. Voilà, oui, parce que t'as cette scène chez les flics où il la croit pas, et évidemment elle arrive en disant j'habite dans une chambre et je vois la personne qui vivait là et qui a été tuée il y a voilà, c'est pour ça que moi je pense qu'en fait le truc c'est que c'est pas un personnage, c'est un personnage qui existe en fait effectivement à la base comme une icône figée, le personnage d'Anya Taylor-Joy, mais en fait qui est révélé à travers encore une fois la façon dont Héloïse va la voir. Pour moi il est le vrai point de bascule, il est là en fait, hein. Et comment elle peut se dire que cette figure idéalisée, fantasmée, en fait finalement elle se ressemble.
elles ont un point de rapport, quoi. Bah, de toute façon, le lien entre les deux est maintenu dans le flou toute une partie du film volontairement, parce qu'au départ, on ne sait pas qui est... Enfin, c'est pas qu'on ne sait pas qui est qui, mais... Quand Héloïse se rend dans les années 60, à certains moments, elle incarne elle-même le personnage de Sandy. À d'autres moments, elle l'observe. Et finalement, on ne sait pas vraiment quel est le lien entre les deux. Moi, je suis pas un énorme fan. Peut-être tu veux y aller. Non, c'était par rapport au caractère un peu psychanalytique, je vais tirer la couverture dans ce sens-là. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je me retrouve aussi qu'effectivement c'est une projection pour Héloïse, mais à travers cette projection dans le passé, elle recrée son surmoi, c'est-à-dire sa vision idéalisée d'elle-même, qui est la façon avec laquelle elle découvre Sandy, et avant qu'elle soit rattrapée par tout ce qui vient d'en dessous, quoi, le subconscient et toute l'horreur qui remonte. Et avec toutes les craintes qu'elle a en arrivant dans cette ville aussi, c'est ça le truc. Est-ce que sa grand-mère lui la nourrit en fait avec ça, en lui disant attention, tu m'appelles, tu me tiens au courant, etc. Et le choix, avec un choix de casting d'ailleurs que je trouve très judicieux, mais peut-être qu'on y reviendra sur ce. Il y a aussi tout un flou qui est laissé quand même par rapport au rôle de sa mère, au passé de sa mère, où à un moment, enfin je sais pas vous, mais moi je me suis demandé, est-ce que cette femme, Sandy, qu'elle voit la nuit dans les années 60, c'est pas finalement sa mère, dont on sait peu de choses, à part qu'elle s'est suicidée. On sait que ça s'est manifestement pas bien passé quand elle-même s'est rendue à Londres quand elle était jeune. Est-ce qu'elle serait pas en train... Enfin, il y a aussi tout un mystère autour de ça. Mais totalement, et le truc c'est que je pense que, alors moi ce que j'allais dire en fait par rapport au giallo, c'est que moi je suis pas un énorme fan de giallo, parce que en fait je trouve que c'est un genre qui est très beau visuellement, enfin quand c'est parce qu'il y a des giallo qui sont pas très beaux, mais... Est-ce qu'on peut rappeler juste pour les auditeurs qui sont pas forcément experts ce que c'est que le giallo? Le giallo c'est, on va dire, une excroissance à la base italienne des thrillers hitchcockiens en fait, et vraiment comment en fait les cinéastes italiens à une époque dans les années 60-70, et bon notamment les figures deux en particulier, qui sont Mario Bava et Dario Argento. Voilà, en fait, on recrée ça en fait sous une forme extrêmement baroque et psychédélique même, voilà, on peut dire. Hein, oui. Donc c'est très ancré dans une période spécifique, la période à laquelle d'ailleurs se déroule Last Night in Soho, avec des codes visuels et de couleurs très spécifique qu'il utilise brillamment, puisqu'il se débrouille pour que la chambre d'hôtel de son héroïne soit au-dessus d'un restaurant français, ce qui lui permet d'avoir les couleurs bleu, blanc, rouge du néon en fait qui clignote, et en fait le bleu et le rouge c'est vraiment les deux couleurs dominantes du giallo, et c'est le moment de bascule la nuit lorsqu'elle se couche et que ces deux lumières la baignent, que tu comprends que il y a le jaune aussi, mais... Il y a un petit le giallo. Ouais. Mais en fait le truc c'est que en gros moi je suis pas forcément un grand fan de ça, parce que je pense que c'est au bout d'un moment un genre, en fait, si tu sors des deux grands cinéastes en fait qui les ont fait, qui peut un petit peu facilement tourner à vide. On en a la preuve parce que ça fait partie d'un genre qui est très fétichisé aujourd'hui en fait, et qui est à mon sens souvent entre guillemets mésinterprété. Là c'est pas forcément le cas, et en fait ce qui est très intéressant avec Last Night in Soho, c'est qu'on parle de rapport de ces deux personnages là, parce que la thématique finalement du film, c'est clairement en fait la place de la femme dans une société d'hommes en fait, et la façon dont en fait elles peuvent se révéler par rapport à ça, et en gros tout ce que craint le personnage d'Héloïse, en fait, le personnage d'Anna Taylor-Joy le vit, en fait. Et jusqu'à des points thématiques, enfin, il y a des scènes où on parlait, il y a ce moment où elle danse et tout ça, etc., où les deux personnages se mélangent. Bon, il y a vraiment, après, sur le papier, de manière intradiégétique, l'idée même qu'elle change de couleur de cheveux, qu'elle se fond, en fait, dans ce personnage-là. Mais il y a aussi, en fait, et parce que c'est quelqu'un qui est obsessionnel et fétichiste, hein, Edgar Wright, littéralement des moments de mise en scène où je sais pas si le terme est approprié ou bien choisi, mais où en fait elle va traverser par exemple un couloir où elle va avoir toutes les formes de vis différentes en fait qui peuvent en fait lui pendre au nez, entre guillemets, en tout cas tous les pièges en fait de cette vie en ville et de cette vie en fait entre guillemets de débauche que les hommes peuvent lui lui apporter, qui se mettent, et ça c'est extrême, enfin c'est un plan pour le coup en fait où elle regarde chaque porte, et t'as une nana qui couche avec un mec, enfin une prostituée, t'as une nana qui se pique, enfin qui se drogue, je crois, t'as enfin tout un truc comme ça, c'est tous les pièges en fait qu'on voit, et ça c'est un truc ultra thématique, ultra qu'on retrouve en fait dans le giallo, parce que c'est une forme extrêmement expressionniste en fait. Donc en gros en fait on te montre ces choses là, mais tout le questionnement en fait pour moi à mon avis de la mise en scène du film, et je suis d'accord avec Julien sur les deux problématiques en fait de scénario, c'est-à-dire que en gros t'as vu 3 giallo dans ta vie, tu les grilles, les twists, mais alors voilà, sans pitié quoi. Le truc c'est que pour moi
là où je peux pas vraiment totalement séparer la forme du fond, c'est que en fait la forme est, comme dit Marie, en fait un énorme point émotionnel en fait, c'est-à-dire que, et même moi j'irais jusqu'à la scène finale en fait, c'est-à-dire vraiment moi j'étais vraiment porté émotionnellement par la scène finale. Alors peut-être que moi-même j'ai une once de fétichisme en fait sur le personnage, enfin sur Diana Rigg, sur l'actrice quoi, qui est une actrice que j'aime beaucoup parce que c'est en fait, c'est mon point d'entrée. Qui joue la vieille dame qui lui loue l'appartement. La logeuse. Et c'est son dernier rôle. Et en fait, je trouve que c'est un dernier rôle magnifique. Et en fait, et qui est extrêmement en fait représenté. On peut dire, oui, pourquoi il est magnifique en fait, oui, parce que Diana Rigg représente à elle seule, en réalité, tout le fantasme associé au Swinging London des Sixties, quoi. Et que du coup, en fait, le peu où elle a fait un peu de promo au moment du tournage, elle a justement beaucoup parlé de ça. Et elle a notamment révélé qu'elle déambulait. Alors, il y a un des cafés très connus là, qui figure dans le film, j'ai oublié le nom, mais elle déambulait dedans et qu'elle disait c'était insupportable la première fois que j'y suis allé parce que j'étais regardé, j'avais l'impression d'être un morceau de bidoche en fait, que j'étais jeté en pâture comme ça au mec qui était présent. Tu parles du café de Paris, c'est ça? Et en tout cas, pour moi, c'est peut-être quand j'étais gamin et que je regardais Chapeau melon et bottes de cuir, en fait, une des premières représentations vraiment badass de féminine au cinéma, enfin à la télévision, en tout cas dans le médium, quoi, qui m'intéressait. Et en gros, voilà, il y a l'idée que quelqu'un comme Edgar Wright, qui est probablement le même fétichisme que moi, en fait, sur cette actrice-là, l'utilise et en fait en face de nouveau un personnage badass. Parce que c'est ce que c'est en fait à la fin, et j'essaye de pas trop spoiler, mais voilà. Voilà, moi j'étais extrêmement touché. Alors je pense que mon rapport au cinéma et mon rapport en fait à ce que raconte le film se joignent à ce moment-là, vraiment. Hein. Je pense que j'ai ce bagage-là pour être emporté émotionnellement. C'est vrai que par exemple sur la thématique générale du film et l'idée même que de la façon dont les femmes peuvent être traitées par les hommes, moi j'ai aucun problème avec la façon dont les mauvais hommes en fait traitent les femmes dans le film. Je veux dire, j'entends par là que j'ai aucun problème avec cette représentation là, mais j'ai un énorme problème avec la représentation du mec gentil qui est avec elle, qui est franchement le plus gros douille que j'ai vu en fait dans un film depuis des années, quoi. Michael Ajaou, mais en plus interprété par un acteur malheureusement qui est vraiment pas bon, quoi. C'est-à-dire, et ça, heureusement que c'est une portion vraiment congrue, parce que c'est là où le film il est borderline ridicule pour moi. On parlait de manque de caractérisation des personnages et pour le coup celui-ci, mais on ne sait pas qui c'est, à part qu'il est dans la même école. Il est en opposition. Il est juste un contrepoint en fait. C'est ça, il est en opposition. C'est-à-dire qu'on a effectivement toute une série de mal toxique, on va dire, pour employer une terminologie moderne, et ce personnage-là donc du boyfriend de l'héroïne est censé interpréter tout ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. Sauf que du coup, là, je sais pas si ça vient d'Edgar Wright, à mon avis ça vient plutôt de lui, plutôt que de Christy Wilson. Il en fait un personnage quasi féminin, qui en fait porte pas de masculinité en lui, quoi. Et ça, et en plus il a pas du tout l'histoire. Enfin, je veux dire, à part être là tout le temps pour l'aider, pour lui dire tu vas bien, comment. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par personnage féminin? Parce que alors, moi j'ai pas du tout vu ça. Je trouve qu'il est nul, hein, moi ce perso, mais je. Il a une gestuelle, il a une voix, à chaque fois, enfin, toutes ses phrases, y compris quand il devrait un petit peu lever la voix, sont retenues. Enfin, il y a un côté effacé et retenu qu'on associe. C'est pas caractéristique. C'est pas féminin. Enfin, je sais pas. Qu'on associe à une tradition de féminité, mais enfin, je veux dire, pour moi, il était là pour contraster justement avec le côté complètement exubérant de Matt Smith, si tu veux, qui joue le séducteur, en gros, le grand méchant loup, quoi, de l'histoire, avec tout ce que ça peut avoir de séduction agressive, quoi. Et lui, il est en mode gentil, quoi. Je suis nounours, quoi. Tu peux te reposer sur moi. Enfin, tu vois, il y a vraiment un côté. Non, mais moi c'est pas tant le truc féminin, ça je vois pas du tout ce que tu veux dire, Raph, mais par contre c'est vrai t'as l'impression que c'est un personnage qui fonction et une seule fonction, quoi, qui est tu vas ennemi. Enfin, je sais pas, mais ça fait partie des trucs où moi cette histoire d'amour là, même j'en ai rien à foutre qu'on a. Alors c'est terrible, effectivement, mais et presque en fait t'aurais presque envie,
je comprends la logique du contrepoint, mais en fait parce qu'il peut fonctionner avec dans la même logique du contrepoint entre les deux personnages féminins, mais le problème c'est que pour moi l'histoire d'amour elle est entre les deux personnages féminins. C'est même pas forcément une histoire d'amour charnel, hein, je parle pas de ça, je parle vraiment d'une histoire d'amour en fait, d'aimer quelqu'un en fait, c'est-à-dire un autre personnage, le comprendre, l'entendre, etc., etc. Et en fait, ce contrepoint-là, moi je vois pas ça comme un personnage féminin, je vois plus comme un fantasme très actuel pour le coup de ce qu'un homme devrait être avec une femme en fait dans une romance moderne quoi. Bon, voilà, enfin je sais pas, enfin j'ai l'impression que c'est un peu le truc qu'on demande aux hommes d'être aujourd'hui quoi, ce personnage là, mais j'ai l'impression s'il était bien joué je m'en foutrais. J'ai l'impression que là, le problème c'est que le mec il est mauvais en fait, il est très mauvais, mais j'ai l'impression que ce genre de personnage fonctionnel existait déjà y compris dans le giallo, voilà, qui ne servent à rien d'autre que justement à mettre en valeur, parce que on peut le dire, le personnage d'Héloïse, elle commence quand même dans un état plutôt innocent et protégé, pour au fil de l'intrigue commencer à péter un plomb et aller dans des extrêmes on va dire, et du coup il y a besoin de ce personnage qui viendrait la calmer, la canaliser en mode qui montre qu'elle est pas bien, ça marche pas, sauf que voilà il est effectivement totalement fonctionnel. C'est ça le problème, c'est que voilà, mais après ces problématiques là pour moi encore une fois c'est, à part qu'il apparaît dans la scène finale et qu'il montre un petit peu son côté un peu douille hein, comme je dis quoi, un peu bête quoi, le problème c'est que en fait ça c'est des séquences, elles durent 5 minutes en vrai quand tu regardes le film, si tu enlèves ça, si tu enlèves le truc de Terrence Stamp, c'est des détours un peu chiants, c'est des détours problématiques, mais en fait pas à mon sens pas au point en fait de basculer le film en fait. C'est-à-dire que vraiment il y a ce rapport, parce que tout le rapport vraiment moi je trouve en fait le rapport au giallo qui est vraiment intéressant chez Edgar Wright, c'est en fait le rapport au point de vue. C'est-à-dire que tout le jeu de miroir, tous ces trucs-là, il l'arrête pas, il le fait tout le temps. C'est-à-dire que elle va se voir en fait dans le miroir. Héloïse va en fait le point de vue initial dans la scène qu'elle incarne, c'est elle qui est là. Elle se tourne et regarde le miroir, la caméra se tourne, c'est Anya Taylor-Joy, etc. Moi, je parlais de la révélation, hein, sur ma déception vis-à-vis du truc. Hein. C'est-à-dire comment tu écris la révélation, comment tu l'amènes dans le film et comment tu joues là-dessus. Alors, moi, ça fait partie. C'est comme la fausse piste, c'est comme cet amour. En fait, le problème du film, c'est que je trouve qu'il n'est pas investi sur une partie. C'est-à-dire que tu peux pas juste dire, il y a la scorie de cette fausse piste, il y a la scorie de l'histoire d'amour contemporaine, il y a la scorie de la bascule. Attends, justement, laisse-moi dernier. C'est-à-dire que, et du coup, si tu veux, c'est pareil si tu veux sur le truc, c'est que en fait le mot que je n'ai pas, enfin j'ai dit mais un peu en passant comme ça tout à l'heure, c'est que je sens dans le film, et c'est ça moi qui m'a un peu bloqué malgré, encore une fois je veux pas qu'on gomme toutes les qualités que j'ai mises en avant dans mon point de vue aussi sur le truc, hein. Mais pour moi il y a un vrai côté emprunté dans le film, et que je sens aussi dans les enfin je crois aussi déceler dans la façon dont le film s'est conçu et a été initié, hein, mais voilà, et du coup c'est pas juste il a dérapé là et il a dérapé là et il a dérapé là, c'est pas ça, c'est qu'il y a un truc là qui n'est pas totalement réalisé et complètement tenu, voilà. Alors est-ce qu'on révèle littéralement la révélation qui te pose problème ou pas, parce que c'est de ça qu'on parle en fait, le fait que en fait le personnage de spoil, alerte spoiler, mettez des sirènes, le personnage d'Anya Taylor-Joy existe vraiment, ce n'est pas un fragment fantasmé, c'est le personnage de Diana Rigg en fait 40 ans avant, 50 ans avant, et en gros c'est ça la révélation qui te pose problème ou pas? Ouais. Et donc le truc c'est que moi déjà, outre le fait que je comprends pas comment Anya Taylor-Joy a pu jouer Héloïse, puisque fondamentalement elle se ressemble vraiment, je trouve, avec Diana Rigg, et je trouve que c'est déjà un truc qui est hyper important quoi. C'est-à-dire que la semaine prochaine on va parler des Sopranos, le film des Sopranos, et il y a énormément de gens qui essayent de ressembler aux personnages des Sopranos et ça marche pas du tout quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnages, tu les achètes pas. Il y a plein de comparatifs sur internet. Voilà, et alors que là en fait je trouve qu'Anya Taylor-Joy elle a un truc en fait, et pas que physiquement, hein, j'entends, hein, c'est vraiment, elle a un truc en fait dans l'attitude, dans sa façon d'affirmer en fait sa personnalité, la défiance du regard en fait, ouais. Voilà, qui ressemble à Diana Rigg, qui me fait penser à Diana Rigg, et qui fait que avant même d'avoir vu ce film en fait, déjà l'actrice en fait, je me disais elle est incroyable cette nana, elle est incroyable ce regard, elle est incroyable cette présence en fait à l'écran, alors qu'elle était toute jeune quand on l'a vu la première fois quoi. Et donc du coup pour moi, mine de rien, c'est ça le cinéma.
C'est-à-dire que c'est vraiment arrivé, en fait, si t'as le bon casting, si tu fais croire, c'est comme le problème du mec. Le petit gars que Héloïse sort, bah, si le mec était casté correctement et que, en fait, en gros, moi j'aurais un peu moins de problème avec l'écriture du personnage. C'est-à-dire que là, le truc, c'est que ce casting-là, il me vend ce twist. Il me le vend clairement. Et alors après, tout le truc émotionnel autour de ça, franchement, moi je l'ai dit, hein, j'ai un fétichisme autour de Diana Rigg, donc je pense que ça joue sur mon émotion. Diana Rigg est décédée depuis, c'est son dernier rôle. Donc il y a aussi l'idée de la voir une dernière fois au cinéma dans ce rôle-là, donc je pense que ça joue aussi. Mais après, j'assume entre guillemets ma subjectivité là-dessus. C'est-à-dire que en gros, dans le podcast qu'on a fait sur Edgar Wright, qui est tout récent là, que vous pouvez écouter qui est en ligne normalement, ou qui sera en ligne peut-être là au moment, enfin le lendemain quoi. On le dit en fait, Edgar Wright c'est quelqu'un qui est de notre génération. Donc, et qui arrive à te faire transparaître ça en fait dans son cinéma, c'est-à-dire qu'il le transforme en truc de cinéma, c'est pas juste un geek qui kiffe les choses, etc. Et donc du coup, quand il arrive à faire ça, bah voilà, moi en fait, pour moi ça fonctionne émotionnellement. J'ai comment dire En tout cas, qui porte un regard sur ce qu'il aime. Et effectivement, ce qu'il aime, c'est en partie le cinéma britannique des 60s, auquel justement le film renvoie constamment. Par certains tropes visuels, on a beaucoup trop parlé du giallo, c'est évident que le giallo est présent dans le film. Il n'y a pas que ça, évidemment. Voilà, mais il y a aussi le Répulsion de Polanski, voilà, c'est les films de Nicolas Roeg, etc. Et puis tous les Terrence Stamp. Bon, par rapport au casting de Diana Rigg, donc ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que comme le film t'amène finalement à découvrir un swinging 60s, enfin l'envers du décor, on va dire, et toute la violence et la tristesse qu'il pouvait y avoir derrière les flonflons. C'est vrai qu'on imagine aisément qu'une Diana Rigg, elle a dû survivre dans cet environnement. Là où on la voit, nous, en mode chapeau mono et bottes de cuir, on imagine qu'elle passait sa journée à traverser Londres en mettant des kicks retournés dans la gueule de quiconque la faisait chier. Non, ça a pas dû être aussi simple que ça. Mais par contre, elle a développé un personnage d'actrice à la scène comme à l'écran, à la ville comme à l'écran, pardon, de défiance, c'est-à-dire tu me touches pas, je suis dangereuse. Et c'est pour ça que je trouve que le choix de Rita Tushingham pour jouer la grand-mère d'Héloïse est aussi ingénieux, parce qu'elle était dans le NAC et comment la voir, mais aussi et surtout dans l'ouverture du Docteur Zhivago de David Lean, où elle était littéralement scrutée par des hommes dans une scène très violente et très malaisante. Elle était debout au milieu d'une pièce et t'avais tous ces mecs tous ces mecs du parti là qui l'a dévisagé, qui l'a regardé. Elle était toute écrasée par les regards et en faire celle qui a quitté ce Londres en fait et qui dit à sa petite fille: fais gaffe quand même, il y a quelque chose derrière le rideau, tu vois. Je trouvais que c'était pas très ingénieux et encore une fois un geste de cinéphile de la part d'Edgar Wright. Mais en plus l'actrice, je trouve qu'elle Rita Tushingham, elle porte cette fragilité sur son visage. Là où Diana Rigg, évidemment, c'est tout l'inverse, quoi. C'est genre attention, ça mord, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Mais ce rapport au passé au fétichisme, le fétichisme, c'est aussi un travail d'illusion et le film, évidemment, joue clairement cette carte-là, déjà en mettant en scène un univers qui est pas si fréquemment mis en scène dans le thriller qui est l'univers de la mode. Alors Mario Bava l'avait fait avec 6 femmes pour l'assassin. Mais voilà, finalement, le cinéma a très peu de fois rappelé que avec le monde des trafiquants d'armes, c'était probablement la pire profession qui soit en termes de perversité et de violence cachée. Et là, je trouve que c'est brillant, quoi, d'avoir fait de cette gamine une nana qui ne voit que la beauté des couleurs et que la joliesse des textures, et qui est arrivée, parce que l'héroïne est quand même en train d'accomplir son rêve, elle est rentrée dans la plus grande école de design qui soit, et elle va découvrir, en touchant cette étoffe, tout ce qu'il y a derrière, quoi, toute cette violence et cette perversité qu'elle porte en elle, en fait. C'est pour ça que je parlais de psychanalyse tout à l'heure, parce qu'elle contribue à faire remonter à la surface ces choses-là. Et pour quelqu'un d'aussi fétichiste qu'Edgar Wright, c'est aussi une forme d'introspection, quoi, de se dire qu'est-ce qu'il y a de pas bien dans ce que j'aime, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment... est-ce que je suis pas aussi motivé par quelque chose de malsain dans mon amour des formes, de l'esthétisme, etc. La question aussi, c'est est-ce que ça ressortirait mieux, parce que c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle, hein, Edgar Wright, et il a toujours travaillé son cinéma dans ce sens-là.
Et moi, je me pose cette question de est-ce que ça ressortirait mieux justement s'il n'avait pas eu en fait la perte de contrôle de certains de ses projets, comme c'est arrivé avec Ant-Man par exemple, ce genre de choses où je dis pas que forcément il aurait pas fait le film avant, qu'il aurait pas pu faire le film avant. Hein. Je crois que c'est un truc qui porte en lui depuis un moment déjà en fait. Une dizaine d'années, ouais. Voilà, mais par contre, je pense que ça le nourrit aussi en fait l'idée de se poser ces questions-là et de les traiter de façon à ce que ça soit prégnant, parce que en gros, lui c'est un homme, mais le personnage féminin est une femme. Enfin, le personnage principal pardon est une femme, mais le truc que je veux dire c'est que voilà, la projection elle est totale pour moi, comme on l'a dit, même la façon de filmer, la façon dont elle arrive dans le train à Londres, etc., il y a des renvois à Hot Fuzz, il y a des renvois à tous ces trucs là, donc en fait en gros moi je pense au contraire justement que c'est un film vraiment habité quoi, mais après ce que je dirais moi en tout cas c'est que pas surtout. Oui, moi c'est comme ça que je le prends en tout cas. En tout cas, les points sur lesquels je suis d'accord avec toi en plus, tu vois, c'est que c'est des trucs qui sont beaucoup moindres en fait enfin, je leur accorde beaucoup moins d'importance, on va dire, et je le prends plus comme des détours. Pas malheureux, mais bon, des détours où je me dis ouais, on aurait pu s'en passer effectivement quoi. Tout en pointant du doigt que fondamentalement oui, pour moi, et c'est ce que le film rappelle et ce que Marie a dit et tout ça, c'est que on peut en fait vraiment être touché émotionnellement par l'image, et c'est ça le cinéma. On peut être touché par l'image. Quand elle a du sens en fait. Voilà, c'est ça, quand elle fonctionne, quand c'est beau, quand c'est et quand le projet esthétique en fait te happe complètement quoi. On n'a pas parlé trop de technique, mais moi on a parlé de la virtuosité du film, et tu parlais du fait que tu avais hâte de voir les making of. Il y a un aspect qui me semble vraiment presque nouveau, qui avait été un peu expérimenté sur Baby Driver, qui est le boulot qu'il fait avec son monteur Paul McLeese, qui le suit depuis Spaced, et qui consiste vraiment à préparer sur Avid en fait tous les beats du film, qui soit sonore et visuel, et ça comprend y compris, et j'étais surpris par ça, la photo, les modifications lumineuses, parce que comme il fallait vraiment que les scènes fonctionnent sur des morceaux musicaux présélectionnés avec beaucoup de mouvements de caméra, etc., ça voulait dire que la lumière devait changer d'une certaine façon dans ces scènes là, et McLeese et Wright ont vraiment préparé une espèce de bande. Ils ont utilisé Avid presque comme un magnétophone à l'ancienne, en disant tu vois, il va y avoir cette couleur, et ensuite sur le plateau c'était synchronisé à ça, tout le travail ce qu'il avait fait dans Baby Driver avec la musique, mais surtout en fait ce qui mais là porté à un niveau délirant, parce qu'en plus il y a des scènes en motion control, etc., qui veut dire que tu dois les retourner 2 fois en gardant le même mouvement de caméra, etc. Mais cette idée de préparer comme c'est presque des musiciens dans un studio d'enregistrement en fait. C'est même pas du storyboard, je saurais même pas comment appeler cette forme de préparation du tournage, mais je trouvais ça nouveau et intéressant, et ça donne un résultat qui est d'une fluidité en fait, parce que moi c'est surtout ça, plus que virtuosité, c'est la fluidité insensée qui m'a porté. C'est-à-dire que dès l'instant où l'héroïne Héloïse est dans sa chambre et prend ce drap, le tourne sur elle-même et que la caméra recule, alors là tu rentres dans vraiment le côté liquide du rêve en fait. Tu peux pas ne pas être emporté par ça, tomber dans le trou avec presque une agression sensorielle dans le en fait. Comme on dit, quoi. Mais il y a ce truc en fait où je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, y compris Julien, que en fait c'est peut-être un des films, et je pense que c'est ça aussi qui fonctionne visuellement, je veux dire, c'est que c'est peut-être un des rares films de ces dernières années où on a l'impression que le film il est littéralement designé, c'est-à-dire à l'avance, c'est-à-dire vraiment en fait conceptualisé en fait en scène et en machin, etc., en se disant voilà, je vais pas, c'est pas genre en fait il y a des accidents heureux sur le tournage, même s'il a pu en avoir, hein, je dis pas forcément le contraire, mais où on a vraiment l'impression qu'en fait le type ce qu'il avait en tête, il a vraiment absolument ce que tous les cinéastes essayent de faire normalement, hein, tout mis en œuvre en fait pour le mettre à l'écran, et que en fait pour le coup il a vraiment contrôlé ça et réussi et designé à l'avance quoi. Mais la scène où Héloïse pète un plomb dans son cours de mode là, et qu'elle commence à avoir presque une gestuelle de tueuse à ce moment-là avec son mannequin là, pour moi c'est vraiment une métaphore d'Edgar Wright en train de travailler sur son film, le caractère maniaque obsessionnel, et parce que encore une fois il sait pas, au fond il comprend pas qu'est-ce qui le nourrit pour faire ça.
Mais d'ailleurs, je trouve que le générique illustre particulièrement bien, le générique de fin illustre particulièrement bien cet attachement aux détails, parce que c'est un générique qui a été travaillé, qui a l'air très simple comme ça, mais il déroule pas comme un générique. Je sais pas s'il y a un nom particulier pour ça. Enfin, c'est pas juste la présentation de l'équipe qui défile à l'écran, c'est des panneaux fixes qui sont entrecoupés par des plans fixes aussi, on l'a dit tout à l'heure, de rues de Sceaux complètement vides. Et je me suis demandé quand est-ce que ça a été tourné. Est-ce qu'ils ont profité des séquences de tournage pour, quand les rues étaient vides, tourner ces plans-là? C'est ce qu'on disait, c'était le confinement. C'est pendant le confinement, ouais. En fait, en gros, c'est le seul moment, et c'est ce qu'il disait, en fait, c'est le seul moment où en fait Sceaux pouvait être vide. Parce que, en gros, tout le monde était confiné chez soi, donc en fait, ils ont dit, bon, on va faire des plans à ce moment-là, quoi. Mais ça, pour le coup, c'est entre guillemets, moi je mettrais ça, c'est designé derrière, mais je mettrais ça dans les accidents heureux entre guillemets, puisque justement en fait le film aurait dû sortir en 2020 et toute la pandémie a repoussé le truc, donc il en a profité pour ajouter quelque chose. Mais il y a une réflexion aussi. Voilà, c'est ça, bien sûr. Mais de toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui suit le mouvement quand même aussi, hein, qui attrape ce qu'il peut, quoi. Et des fois, c'est très heureux quand il a quelque chose comme un rapport entre Annette Taylor-Joy et Diana Rigg, et beaucoup moins heureux quand on parle de l'acteur dont j'ai même pas le nom en fait. L'acteur fonction. Voilà. On va le voir au cinéma. On va le voir au cinéma, eh ben oui, on en parle pour le coup. On va le voir au cinéma, là, clairement. Profitez-en, hein, c'est rare que l'équipe de Capture soit aussi unanime sur la question. Donc, Last Night in Soho, vous pouvez aller le voir pour vous faire votre propre avis. Il sort en salle ce 27 octobre. Si vous êtes en Île-de-France dans les jours qui viennent, sachez que le 30 octobre, on a une séance Capture Mag spéciale qui nous attend au Club de l'Étoile. Ça sera Invasion Los Angeles de John Carpenter. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur le site du Club de l'Étoile. Et on ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de 2 films, Venom 2 et Halloween Kills. Et là, pour le coup, aucun des deux n'a trouvé grâce aux yeux de l'équipe. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bonjour à toute l'équipe et merci pour le super boulot que vous faites. Je suis allé voir Venom Carnage et en effet, le film est catastrophique. Rien ne marche. La séquence émotion est pitoyable avec Tom Hardy sur sa belle moto rouge avec le gros plan sur Ducati parce qu'il faut faire de la pub. Ça marche pas. C'est pas drôle, c'est pas émouvant. Tom Hardy, parlons-en, il est nul dans ce film, il cabotine et en plus, comme vous l'avez fait remarquer, il a l'air crade. Crados avec les cheveux gras, les dents dégueulasses, le teint cireux. Pour conclure, le sous-texte queer gay tombe totalement à plat, c'est mal amené, ça marche pas. Si ce film-là importe à Andy Serkis la street cred auprès des studios pour enfin réaliser sa ferme des animaux, je pense que finalement c'était un bon deal à prendre. C'est un sujet qui s'y prête absolument. Je croise les doigts. Je voulais partager un petit mot sur Halloween Kills que j'ai subi samedi soir au cinéma. Pour moi, ce film représente tout ce que je hais dans le cinéma contemporain. D'une part, un culte absolument gerbant de la nostalgie, comme si la promesse de refaire ce qui a déjà été fait était attrayante en soi. Et d'autre part, l'intellectualisation totalement ignare et balourde de cette même nostalgie. Mention spéciale au speech lunaire de Jamie Lee Curtis à la fin du film. Et pour moi, ce film a été vraiment fait par des snobs semblables à ceux qui apparaissent dans South Park, c'est-à-dire des gens qui se croient tellement élevés et intelligents qu'ils ne sont prêts qu'à respirer l'air de leur propre paix. Bonjour Capture Mag. Alors, est-ce que j'ai été emballé par la scène post-générique de Venom 2 ? Personnellement, pas du tout, parce que justement, Sam Raimi avait été assez fidèle à la BD sur le pourquoi le symbiote déteste Peter Parker et pourquoi Eddie Brock déteste Spider-Man et pourquoi la fusion des deux avait donné naissance à un Spider-Man maléfique. Alors que ici on n'a rien du tout, tu comprends juste que Venom a envie de bouffer Tom Holland, pourquoi ? Alors que les deux ne se sont jamais rencontrés avant et dans les 2 films, Venom est lui-même présenté comme un justicier. Ils n'ont littéralement aucune raison de s'affronter et on va encore se retrouver à un affrontement bidon à la BVS ou Godzilla versus Kong. Bon globalement je suis assez d'accord avec tout ce que vous venez de dire sur Venom 2, à ceci près que moi je dirais quand même qu'on peut quand même y prendre un petit peu de plaisir. Moi j'en ai pris par exemple pour le premier film, et là cette espèce de mélange de sentiments de malaise mais un peu de fascination aussi, moi je l'ai eu pendant tout le film. On a souvent dit en fait du premier film
qui s'inscrivait un petit peu dans la lignée de ces films de super-héros un peu bancals du début des années 2000, style Catwoman ou Daredevil. Pour celui-là, je pense qu'il faut remonter encore plus loin. Je pense qu'il faut remonter à des trucs comme Spawn, par exemple, dans les années 90 avec Michael J. White, pour avoir un truc autant de mauvais goût. Donc voilà. Concernant Halloween Kills, sa seule vraie qualité, c'est d'être le 12e opus d'une franchise qui contient suffisamment d'épisodes cataclysmiques pour que celui-ci soit pas considéré comme le pire en fait. Parce qu'Halloween Kills, c'est contempler le néant comme à travers les yeux du masque de Myers, et le pire c'est que le film se pense profond vu ses dialogues lourdingues, mais il est surtout profondément stupide et vain, comme ses personnages. Ça tue beaucoup, souvent, en attendant de trouver quelque chose à raconter ou à faire. Alors il reste la photo correcte et la musique qui fait effectivement le taf. C'est comme le précédent finalement, un projet qui n'a rien compris, mais qui se pense déférent, qui hurle sa légitimité alors qu'elle est nourrie des mêmes motivations mercantiles que les suites d'antan. Et d'ailleurs ça produit le même résultat, une série de meurtres, beaucoup d'ennuis et un oubli immédiat. J'espère juste qu'Halloween Ends, qui, spoiler, sera tout aussi pourri, tiendra au moins la promesse de son titre. Petit retour sur le nouveau Halloween. Comme le précédent, c'est pas dingue, il n'y a aucune prise de risque. Au moins le seul avantage qu'a ce second opus, contrairement au précédent, c'est que je me suis bien foutu de la gueule du film. Parce qu'en termes de script, de personnages et de mise à mort débile, je crois qu'on est bien servi. Donc c'est bien gorasse comme il faut. J'ai envie de dire à voir quand même, mais avec au moins 5 pintes dans le bide avant. Bonjour l'équipe de Capture Mag. Alors pour résumer mon avis sur Venom, je citerai une phrase de Louis de Funès qui disait « C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà !» Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Rafik, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Et puis merci à vous qui nous écoutez, qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher Ça le temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux Pensez-y. Et puis, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon, ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez aussi parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast, surtout depuis qu'on a ce nouveau flux, et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut!